Mais bonjour à tous. Oui, effectivement, aujourd'hui, on va voir la suite du droit des successions. On va commencer par le règlement pratique de la succession. À partir du moment où vous perdez un proche et que vous avez vocation à hériter, la question qui va se poser pour tous, c'est de savoir est-ce que je dois saisir un notaire ou non. Donc, il faut savoir que la saisine du notaire est obligatoire uniquement dans certains cas, dans le cas où vous avez un ou plusieurs biens immobiliers, dans le cas où l'actif successoral est supérieur à 5 000 euros, donc c'est quand même un seuil qui est assez bas, et pour le cas où vous avez un testament ou une donation entre époux. Donc dans ces trois cas, vous avez l'obligation de saisir un notaire qui va être en charge de régler la succession. Donc, ce choix du notaire, il est libre. Il n'y a pas de compétence territoriale pour les notaires, c'est-à-dire que vous pouvez vivre à Paris, le défunt peut être décédé à Paris et choisir le notaire de famille qui se trouve dans le sud de la France n'est pas un problème à partir du moment où vous êtes d'accord. Donc, il n'y a pas de compétence territoriale et en général, ce notaire est choisi ensemble par les héritiers. Bien évidemment, il se peut que dès le début, les héritiers ne soient pas forcément tous d'accord sur le choix du notaire. Donc à ce moment-là, il y a une priorité qui est donnée au notaire qui sera d'abord le notaire du conjoint survivant, puis ensuite le notaire des héritiers réservataires, le notaire des légataires universels et le notaire des héritiers non réservataires. Quand il y a égalité de rang, dans ces cas-là, on va prendre, et en l'absence de conjoint survivant, pardon, on va prendre le notaire qui représente le plus fort intérêt, c'est-à-dire celui qui a le plus de droits dans la succession. Donc ce notaire sera en charge de régler la succession et de procéder à la rédaction des actes. Ça n'empêche pas les autres héritiers d'être assistés de leur propre notaire qui ne sera là qu'en assistance et qui agira avec son confrère, mais ne sera pas rédacteur d'actes. Bien évidemment, se pose la question, et on m'a posé la question à plusieurs reprises, de savoir ce qui pouvait se passer lorsqu'un notaire en charge de la succession n'est pas diligent et ne fait pas les actes comme il devrait les faire, puisqu'on verra tout à l'heure les actes qu'il doit faire et les délais dans lesquels ces actes doivent être faits. Donc, à partir du moment où vous avez un notaire qui n'est pas diligent, la question, c'est de savoir est-ce que tous les héritiers sont d'accord pour en changer parce qu'ils reconnaissent tous qu'il n'est pas diligent et veulent en finir. Donc, si tous les héritiers sont d'accord pour changer de notaire, le changement de notaire se fait sans aucune difficulté. Le nouveau notaire écrit à son confrère et il lui transmet les fonds et le dossier sans problème. En revanche, si vous n'êtes pas d'accord et que celui qui a choisi le notaire n'entend pas en changer, vous avez d'autres options. Un, le mettre en demeure d'accomplir les actes. Deux, saisir le médiateur du notarien. Trois, si cela n'aboutit pas, vous avez toujours la possibilité de saisir la chambre départementale des notaires. Et enfin, si tout cela n'a pas permis d'aboutir et de parvenir au résultat que vous souhaitiez, vous avez toujours la possibilité de saisir le juge judiciaire pour une responsabilité soit pénale en fonction des actes qui ont été faits par le notaire, soit une responsabilité civile, puisque effectivement le notaire a une responsabilité civile comme n'importe quel professionnel, et notamment les professionnels du droit. Nous sommes couverts pour notre activité. Effectivement, si une faute a été commise, il faudra à engager sa responsabilité civile. Donc effectivement, la première question qui va se poser au moment du règlement de la succession, c'est ce choix du notaire et de savoir s'il est possible d'en changer. Une fois qu'on a choisi le notaire, il va falloir choisir ce que l'on fait en notre qualité d'héritier. Nous avons, lors de l'ouverture d'une succession, un choix à faire, accepter totalement ou partiellement la succession ou encore y renoncer. C'est ce qu'on appelle l'option successorale et dans ces cas-là, nous avons un délai pour nous prononcer.
Si dans les 10 ans de l'ouverture de la succession, aucun des héritiers ne s'est manifesté et n'a opté, il y a une présomption de renonciation à la succession. Donc effectivement, dans ce cadre-là, nous devons être assez vigilants puisque pas d'action pendant 10 ans équivaut à une renonciation à la succession. Si aucun des héritiers ne prend parti ou si certains héritiers à la succession ne prennent pas parti, les autres héritiers ou les créanciers ou en tout cas tout tiers intéressé peut les contraindre à opter, c'est-à-dire que vous faites délivrer par un huissier un acte où vous demandez à l'héritier concerné de prendre position et d'opter pour la succession. Donc, dans ce cadre-là, l'héritier concerné a 2 mois pour répondre. Ou alors, dans les 2 mois, il doit saisir le juge judiciaire pour demander un nouveau délai parce que il se peut qu'il ne puisse pas se prononcer sur son option parce qu'il lui manque des éléments ou autres. Dans ces cas-là, il peut saisir le juge judiciaire pour bénéficier d'un délai supplémentaire. Si il ne prend pas position ou si il ne saisit pas le juge dans le délai de 2 mois, il est présumé accepté purement et simplement. Donc, l'acceptation pure et simple de la succession peut prendre deux formes. Elle peut être expresse, hein, c'est-à-dire que je déclare que j'opte, soit dans un acte notarié, soit par un courrier, ou elle peut être tacite, c'est-à-dire que je n'ai pas déclaré que j'entendais opter pour l'acceptation pure et simple, mais en revanche, je me comporte comme un héritier, je fais des actes, par exemple, je vais donner congé au locataire qui est dans le bien objet de la succession, ou des choses comme ça, qui montrent que, effectivement, j'entends tacitement accepter purement et simplement la succession. Cette acceptation pure et simple, elle est irrévocable, vous ne pouvez pas changer d'avis, sauf effectivement si on découvre une dette très importante dont on ne pouvait pas avoir connaissance au moment de l'option et qui est susceptible de porter gravement atteinte à notre patrimoine personnel. En tout état de cause, les légataires ou héritiers qui optent pour l'acceptation pure et simple doivent recevoir leur part, mais également payer les dettes du défunt dans la proportion des droits qui leur sont attribués. Donc, cette première option, acceptation pure et simple, c'est la solution la plus classique. Vous avez ensuite une deuxième possibilité, c'est l'acceptation à concurrence de l'actif net. Ça veut dire que dans ce cadre-là, je vais je vais demander à ce qu'un inventaire soit établi pour savoir si la masse passive est supérieure à la masse active ou si la masse active est supérieure à la masse passive. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, ça me permet de me laisser une option et de ne pas avoir à payer les dettes qui vont dépasser la valeur des biens. Les biens personnels des héritiers ne peuvent pas être appréhendés par les créanciers du défunt, puisque dans ce cadre-là, on a opté pour accepter la succession à concurrence de l'actif net. L'option, elle est partiellement révocable, puisque si on se rend compte, bien évidemment, que la succession est excédentaire, on pourra opter pour une acceptation pure et simple une fois que l'inventaire a été fait. L'option d'acceptation à concurrence de l'actif net doit être formalisée par une déclaration au greffe du tribunal judiciaire du domicile du défunt et faire l'objet d'une publicité légale. Donc, l'inventaire sera réalisé par un commissaire-priseur, un huissier ou un notaire, et cet inventaire devra être déposé dans les 2 mois de la déclaration, sauf prorogation du délai par le tribunal. L'inventaire est publié, ce qui permet également aux créanciers de réclamer leurs créances. Ils ont 15 mois pour se faire, à défaut de quoi leur créance sera considérée comme éteinte. Donc, nous avons vu l'acceptation pure et simple, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'acceptation à concurrence de l'actif net, et nous avons la troisième option qui est la renonciation. Donc, un héritier renonçant est considéré comme n'ayant jamais hérité. Donc, il ne reçoit aucun actif et il n'est tenu d'aucun passif, sauf
bien évidemment, si nécessaire et le cas échéant, sa participation aux frais d'obsèques. Cette option, elle est pourtant révocable. Si personne dans l'intervalle a accepté la succession, il a 10 ans pour revenir sur sa renonciation et faire une acceptation pure et simple de la succession. Et là encore, l'option de renonciation doit être formalisée par déclaration en greffe du tribunal judiciaire du défunt. À partir du moment où vous renoncez à une succession pour un motif qui est que la succession est déficitaire et que vous en avez connaissance, attention, puisque le renonçant cède sa place à l'héritier de l'ordre suivant. Si l'héritier de l'ordre suivant veut renoncer également, il faut faire chacun sa déclaration. Ce n'est pas le premier héritier qui renonce et ça vaut renonciation pour tout le monde. C'est les héritiers qui sont appelés au fur et à mesure doivent renoncer. Ils peuvent faire cette renonciation de manière concomitante. Donc, une fois qu'on a opté pour l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net ou pour la renonciation, il va s'ouvrir ce qu'on appelle une indivision successorale. Qu'est-ce que c'est qu'une indivision successorale? C'est en réalité, après le décès et avant le partage de la succession, les biens vont appartenir à l'ensemble des héritiers et ces héritiers vont donc être tous propriétaires à hauteur de leurs droits dans les biens. C'est ce qu'on appelle l'indivision successorale. La part de chaque indivisaire va être identifiée sous forme de quote-part. Sauf autorisation judiciaire, dans le cadre de cette indivision successorale, il faut savoir que les droits des indivisaires et les règles de la majorité varient. En effet, par exemple, pour des actes de conservation, ça va être par exemple la souscription d'un contrat d'assurance, un des indivisaires peut agir seul pour le compte de l'indivision. En revanche, pour les actes de gestion courante, je donne comme exemple la conclusion d'un renouvellement d'un bail d'habitation, la vente des biens meubles pour régler des dettes ou pour régler les charges de l'indivision. Dans ce cadre-là, il faut la majorité des 2/3 des droits indivis. Attention, j'ai bien dit 2/3 des droits indivis, ça ne veut pas dire 2/3 des indivisaires, puisque certains indivisaires peuvent avoir plus de droits que d'autres. Donc, il faut, sur les 100%, réunir 2/3 des droits. En revanche, pour les actes de disposition, là, il faudra l'unanimité des indivisaires, vente, donation d'un bien, conclusion d'un bail commercial, puisque, contrairement au bail d'habitation, la conclusion d'un bail commercial va entraîner de plus graves conséquences sur le bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette indivision successorale peut très bien se passer jusqu'au partage. Elle peut aussi perdurer et des mésententes peuvent arriver. Dans ce cadre-là, si dans le cadre de cette indivision successorale ou si dans le cadre de la succession, de manière générale, une mésentente arrive et que le notaire n'arrive pas à régler les difficultés et que vous n'arrivez pas à vous entendre, il faut savoir que vous pouvez toujours saisir le juge judiciaire pour demander la désignation d'un mandataire successoral. Ça sera un mandataire judiciaire, alors naturellement il y a un coût, il ne travaillera pas gratuitement, mais en tout cas il pourra aider à prendre les décisions et c'est lui qui gérera l'indivision successorale, c'est lui qui réglera les dettes, c'est lui qui prendra les décisions. Bien évidemment, il interrogera les indivisaires et en cas de mésentente, il pourra, s'il n'arrive pas à trouver de solution, lui aussi saisir le juge judiciaire pour être autorisé à accomplir certains actes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des règles de droit commun et de ce que prévoit la loi, les indivisaires qui savent qu'ils vont rester en indivision pendant un certain temps peuvent, dès le départ, conclure ce qu'on appelle une convention d'indivision qui va régir le fonctionnement de cette indivision avec les règles qu'ils fixeront eux-mêmes. Tant que ce n'est pas contraire à l'ordre public, ils ont le droit effectivement de conclure cette convention d'indivision qui peut dire, par exemple, ce sera telle personne qui fera l'avance des frais, on le remboursera sous forme de mensualité ou on le remboursera tous les ans, etc. Vous pouvez prévoir effectivement d'organiser cette indivision successorale. En revanche,
Le principe en droit français, il est érigé par l'article 815 du Code civil. Tout le monde connaît ce principe. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, sauf exception, bien évidemment, prévue également à l'article. Mais en tout état de cause, vous avez toujours la possibilité de demander devant le juge judiciaire le partage de l'indivision. Pour en sortir, vous ne pouvez et vous ne devez pas être contraint de rester en indivision. Vous pouvez demander à en sortir à tout moment, sauf si vous vous êtes engagé dans le cadre d'une convention d'indivision sur un délai incompressible. Une fois effectivement qu'on a vu les règles qui régissent l'indivision successorale, on peut se demander, une fois qu'on a saisi le notaire, quels sont les actes qu'il va devoir établir. Alors, le premier acte qu'il est censé établir, c'est l'acte de notoriété. Cet acte de notoriété va répertorier l'ensemble des héritiers et va faire état du droit de chacun dans la succession. Il va également faire état de l'existence au nom d'un testament. Et cet acte de notoriété, c'est un acte important et obligatoire puisque c'est cet acte qui va vous permettre de justifier auprès des tiers de votre qualité d'héritier et de votre qualité d'ayant droit à la succession. C'est ce qui va vous permettre, par exemple, d'obtenir le déblocage des comptes. C'est aussi ce qui va vous permettre d'engager une action judiciaire, puisque pour engager une action judiciaire en partage, la première des choses, c'est de justifier au magistrat votre qualité d'ayant droit et d'indivisaire dans le cadre de la succession. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en cas de mésentente, vous avez la possibilité de demander au notaire d'établir l'acte de notoriété sur vos seules déclarations et d'être un seul héritier à signer cet acte de notoriété. Nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises de ne faire signer qu'un seul héritier l'acte de notoriété, ce qui permettait ensuite de faire les démarches. Ça n'engage que lui, mais ça lui permet de se prévaloir de sa qualité d'héritier. Deuxième acte qui peut être établi par le notaire, ce qui n'est pas là, c'est pas un acte obligatoire puisque s'il n'y a pas de bien immobilier, l'acte n'est pas nécessaire, c'est l'attestation immobilière, puisque tant que le partage n'est pas fait et que les biens ne sont pas attribués à tel ou tel héritier, les héritiers demeurent dans l'indivision. Il va bien falloir qu'ils puissent se prévaloir de leur qualité de propriétaire, même individu du bien. Dans ce cadre-là, le notaire peut établir ce qu'on appelle une attestation immobilière qui transfère la propriété au nom des héritiers. Troisième acte qui peut être fait devant le notaire, c'est l'inventaire. Qu'est-ce que c'est que l'inventaire? L'inventaire, ça permet de répertorier les biens meubles corporels. Donc là, on est dans le cadre des meubles meublant le domicile ou d'autres biens d'habitation, les bijoux, les pierres, les objets d'art, les objets de collection, qui doivent être évalués dans le cadre de la succession. Donc l'évaluation, elle se fait au prix de leur vente publique si elles ont été vendues dans les 2 ans du décès. Donc on va prendre l'évaluation du bien qui est vendu et le prix de vente qui en a été retiré. À défaut, on fait des estimations et il faut que l'inventaire soit réalisé dans les 5 ans du décès. Alors, à défaut d'inventaire et à défaut d'inventaire, oui, pardon, le notaire va prendre pour les meubles corporels un forfait de 5% de l'ensemble des actifs de la succession. Ça peut être problématique dans les successions où vous avez beaucoup d'actifs successorales et pourtant des meubles de faible valeur, pas d'objets d'art, pas d'objets qui ont des valeurs significatives, mais uniquement des meubles meublants sans réelle valeur. Dans ces cas-là, il peut être intéressant de saisir un commissaire-priseur pour faire évaluer ces biens qui peuvent être d'une valeur vénale, je dis 1 000 euros, 2 000 euros, ce qui est quand même plus intéressant pour les droits à payer que si vous avez un actif successoral de 500 000 euros, où là, on va vous prendre
5% de 500 000 euros, c'est-à-dire 25 000 euros, alors que la valeur des meubles peut être bien inférieure. Donc, dans ce cadre-là, vous avez intérêt à faire cet inventaire. Cet inventaire doit être réalisé rapidement puisqu'il doit être intégré à la déclaration de succession. Ensuite, justement, la déclaration de succession. Elle est obligatoire, cette déclaration de succession, si l'actif brut est supérieur à 50 000 euros pour les héritiers en ligne directe ou pour le conjoint survivant, et elle est obligatoire pour les autres héritiers à partir du moment où on a un actif de 3 000 euros. Donc, vous voyez que cette déclaration de succession, elle doit être déposée quand même dans la plupart des cas et elle est obligatoire. Cette déclaration, elle peut être déposée par un seul des héritiers. Il n'est pas obligatoire que l'ensemble des héritiers soient d'accord sur le contenu de la déclaration de succession et sur les évaluations qui en sont faites. Un seul des héritiers peut déposer cette déclaration, même sans le notaire, puisque en général, c'est le notaire qui l'établit, mais un héritier qui est face à un notaire non diligent peut lui-même remplir cette déclaration de succession s'il a les éléments nécessaires et suffisants. Si il n'a pas les éléments, en tout cas, il peut faire la déclaration de succession avec les éléments qu'il a et faire par la suite une déclaration de succession complémentaire si des actifs ou du passif venaient à se révéler. Encore une fois, là, si vous avez des difficultés pour déterminer l'actif successoral, vous avez la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de faire nommer un mandataire successoral qui pourra vous aider à répertorier les biens et à rechercher les biens, parce que parfois, dans certaines successions, ce n'est pas si évident que ça. Vous avez aussi la possibilité de ne pas être astreint à déposer cette déclaration de succession dans les 6 mois du décès, notamment si vous avez saisi le juge judiciaire d'une difficulté concernant la succession. Mais en général, il faut avoir saisi le juge judiciaire dans ce délai de 6 mois pour justifier que vous n'êtes pas dans la capacité de déposer cette déclaration de succession dans les 6 mois. Bien évidemment, si vous ne déposez pas cette déclaration de succession dans les 6 mois du décès avec le paiement des droits qui en découlent, vous serez astreint à des pénalités puisque vous avez un intérêt de retard de 0,20% par mois de retard à partir du 7e mois, plus une majoration de 5% sur les intérêts. À partir du 13e mois, la majoration, elle passe à 10%. Et à partir du 20e mois, nous avons une majoration qui s'élève à 40%, ce qui peut commencer à faire beaucoup. 20 mois, c'est quand même presque 2 ans. Donc, attention à bien déposer vos déclarations de succession dans les délais. Il est possible, bien évidemment, quand vous déposez la déclaration de succession, puisque au moment du dépôt de la déclaration, vous devez payer les droits concernés, de demander un fractionnement du paiement en négociant avec le Trésor public. Donc, nous avons vu l'acte de notoriété, l'attestation immobilière, l'inventaire qui n'est pas obligatoire mais qui peut être intéressant de faire pour limiter le montant des meubles si le forfait de 5% vous est préjudiciable, la déclaration de succession et bien évidemment à l'issue de toutes ces opérations, à l'issue de l'établissement de l'actif et du passif, normalement, on est censé procéder au partage de la succession et on est censé donner à chaque héritier la part qui lui revient dans la succession à proportion de ses droits. Donc, cet acte de partage va mettre fin à l'indivision puisque chaque héritier va donc percevoir sa part d'héritage et devenir propriétaire de manière individuelle de ses droits. Vous pouvez, en qualité d'héritier, dans certaines conditions, demander l'attribution en priorité de certains biens et bien évidemment, le partage peut être amiable ou judiciaire. Il sera amiable si tous les héritiers sont d'accord pour sortir de l'indivision et sont d'accord sur les droits de chacun. Dans ces cas-là, le notaire qui aura été saisi amiablement pourra faire un acte de partage amiable.
ou il peut être judiciaire si aucun partage amiable ne peut aboutir. Dans ces cas-là, l'héritier le plus diligent saisira le tribunal en assignation aux fins de partage. Le tribunal désignera alors un notaire qui réalisera les opérations de partage, mais dans ces cas-là, il sera désigné non plus amiablement, mais par le juge judiciaire. Alors les héritiers peuvent demander à ce que ce soit le notaire qui a été saisi initialement, qui soit aussi désigné par le juge puisqu'il connaît le dossier, ou au contraire, en l'absence de diligence du notaire, solliciter du juge judiciaire que ce soit un autre notaire qui soit désigné. Donc là, nous avons vu les actes qui doivent être passés par un notaire.